le droit de visite et d'hébergement. Explication. Alors, en quoi consiste le droit de visite et hébergement? Donc, c'est lorsqu'un couple va se séparer et qu'ils auront des enfants mineurs, ils pourront mettre en place un droit de visite et d'hébergement, à savoir le parent chez lequel la résidence de l'enfant ne sera pas fixée pourra voir ses enfants. Généralement, ça pourrait être un week-end ou ça pourrait être également pendant les vacances scolaires pour qu'ils puissent conserver des liens affectifs avec ses enfants. Et ce droit de visite, il est géré par la justice en général? Pas forcément, parce que c'est toujours mieux de favoriser la phase amiable. C'est-à-dire que lorsqu'un couple se sépare, il ne va pas forcément saisir le juge aux affaires familiales. Donc, il pourra, de manière amiable, fixer un droit de visite et d'hébergement. Donc, c'est pas obligatoire, mais lorsqu'effectivement les parents ne s'entendent plus, il y a conflit, là, à ce moment-là, on va saisir le juge aux affaires familiales. Alors, en quoi ça consiste réellement le droit de visite et d'hébergement? Alors, ça veut dire quoi? Donc, concrètement, ça veut dire que le parent chez qui la résidence de l'enfant ne sera pas fixée pourra recevoir l'enfant chez lui. Donc, de manière classique, il est fixé comment? Généralement, c'est un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Cependant, on peut également fixer un droit de visite sans hébergement. Par exemple, si le parent n'a pas les possibilités matérielles de recevoir ses enfants chez lui. Oui. Alors, quand les parents sont d'accord, comment ça s'organise, ce droit de visite et d'hébergement? Alors, quand les parents sont d'accord, ils peuvent très bien décider de façon amiable de mettre en place ce droit. Donc, à ce moment-là, même lors d'une procédure de divorce, les parents peuvent très bien être d'accord. C'est pas parce qu'on divorce qu'on ne s'entend pas. C'est juste qu'effectivement, on a décidé de mettre un terme à leur relation. Donc, les parents pourront mettre en place un droit de visite et d'hébergement et vont demander aux juges aux affaires familiales d'homologuer la situation de fait. Donc, généralement, le juge aux affaires familiales va homologuer cette situation dès lors qu'elle ira dans l'intérêt des enfants. Par ailleurs, lorsque les parents ne sont pas mariés, ils peuvent également fixer un droit de visite et d'hébergement et aussi saisir le juge aux affaires familiales pour homologuer leur situation de fait. Et là, le juge rendra un jugement qui fixera les droits de chacun sur les enfants. Et quand il n'y a pas d'accord? Là, quand il n'y a pas d'accord, il faut saisir le juge aux affaires familiales qui va trancher le litige, parce qu'à savoir qu'un parent peut demander un week-end sur 2, l'autre parent peut ne pas être d'accord, même concernant les modalités d'horaire, le lieu où on devra récupérer l'enfant, et là, à ce moment-là, le juge tranchera. Est-ce qu'il peut être supprimé ou suspendu, ce droit de visite? Tout à fait, mais là, ça sera, pour qu'il puisse être supprimé ou suspendu, il faudra invoquer des motifs graves. Ça pourrait être, par exemple, des faits de violence. Parce que, bien entendu, il faut rapporter la preuve de ce qu'on énonce. Et c'est à ce moment-là que le juge tranchera avec les pièces qui seront versées au débat. Et quand ce droit de visite et d'hébergement n'est pas respecté, est-ce qu'il y a une possibilité d'appel ou de jugement ou de sanction? Tout à fait. Donc, ça sera un délit qui est la non-présentation d'enfant, qui est sanctionné et prévu par le code pénal. Donc, le parent qui ne respecte pas les droits de l'autre pourra être condamné à une peine d'emprisonnement d'1 an et de 15 000 € d'amende. Par ailleurs, il faut également savoir que lorsque le parent chez qui la résidence de l'enfant est fixée déménage, il faut également qu'il prévienne l'autre parent qui exerce le droit de visite et d'hébergement. Il doit le prévenir dans un délai d'1 mois, et à défaut, il pourrait être sanctionné par une peine de 6 mois d'emprisonnement et une peine d'amende de 7 500 €. Et ça veut dire qu'il y a des conséquences pour une plainte pour non-présentation de l'enfant? Alors, effectivement, lorsqu'effectivement le parent qui voit ses droits non respectés va porter plainte, donc il faut savoir que c'est le procureur de la République qui décide des suites qu'il donne aux faits. D'accord? Donc, il pourra diligenter une enquête, entendre les parties. Au terme de cette enquête, il pourra décider de classer sans suite, parce qu'il va estimer que les faits ne sont pas caractérisés. Il pourra également décider de poursuivre l'autre parent devant une juridiction de jugement, mais il pourra également proposer une médiation pénale. C'est quoi exactement ça, une médiation pénale? Alors, une médiation pénale, donc il faut savoir qu'une médiation, de façon générale, c'est régler de manière amiable les conflits. Donc, en quoi consiste une médiation pénale? Donc, généralement, les parents seront convoqués devant un médiateur ou devant le délégué du procureur pour être entendus sur les faits. D'accord? Donc, comment va se dérouler cette procédure?
Donc, la partie en demande, à savoir celle qui aura porté plainte, sera d'abord entendue par le médiateur si elle se présente le jour où elle est convoquée, parce qu'elle peut très bien décider de ne pas venir. Oui. Et une fois qu'elle aura été entendue, l'autre partie sera également entendue par le médiateur. Donc, il faut savoir que la représentation par avocat est possible lors d'une médiation pénale. On peut être assisté par un avocat. Et après, le médiateur va entendre les deux parties pour essayer de trouver une solution au litige, une solution amiable au litige. Alors, il y a deux cas. Il y a le cas où la médiation réussit, ou le cas où la médiation ne réussit pas. Alors, dans le cas où la médiation réussit, alors ça veut dire qu'on a trouvé un accord, admettons, le jugement avait fixé un droit de visite d'hébergement peut-être un week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires, on voit que ça ne correspond plus à la situation de fait, les parents sont d'accord pour modifier de façon amiable ce droit de visite d'hébergement, donc le médiateur va dresser un procès verbal qui va reprendre les accords des parties et ce PV sera signé par les parents et par le médiateur. Voilà comment ça se passe, justement, si cette médiation réussit. Et si elle ne réussit pas? Et si elle ne réussit pas, à ce moment-là, le médiateur va en aviser le procureur et le procureur verra la suite qu'il donnera à l'affaire. Il pourra très bien décider de classer sans suite, il pourra très bien décider de renvoyer devant une juridiction de jugement ou il pourra décider de faire une composition pénale. C'est le procureur qui décide des suites qu'il donnera au fait. Bien, merci. En tout cas, si vous avez raté le début de cette explication sur le droit d'hébergement et de visite, je vous conseille de revoir sur le site de Canal, de Facebook. Et je pose juste un dernier mot, mais on ne va pas résoudre aujourd'hui. Il faudra peut-être un jour parler de la question du soutien financier qu'on accorde aux enfants quand on a divorcé. La pension alimentaire. Voilà. Tout à fait. On en parlera. Sujet très intéressant. C'est un sujet qui, je suis sûr, qu'il va trouver des gens pour écouter parce que, effectivement, c'est un problème qui se pose souvent. Quelquefois, c'est les papas qui ne paient pas, malheureusement. Oui, et puis des fois, souvent, il y a une question récurrente de la part du débiteur. Oui. Quand est-ce que je peux arrêter de payer cette pension alimentaire? Est-ce que le droit a prévu une date où on cesse de payer la pension alimentaire? Oui. Donc, alors, on sait que la CAF intervient maintenant. Oui, la CAF peut intervenir lorsqu'effectivement le parent débiteur ne paie pas la pension alimentaire. Voilà. Tout à fait. Il y a même des cas de prison. On en parlera un de ces jours. Merci. C'est l'abandon de famille, c'est un délit. On en parlera, merci.